Au départ, la priorité du CIPAS, c'est la population indienne et paysanne du Chiapas. Le Chiapas est le pays le plus rural du Mexique. Il y a presque 70% de la population qui vit encore de revenus dans les champs en particulier. Vous voulez parler d'agriculture vivrière, c'est ça? Oui, en fait, pour leur propre alimentation. Il y a de moins en moins, en fait, il n'y a plus de prix à la plupart des produits qu'ils produisent. Mais en tous les cas, ça leur permet un minimum de survie comme population. Donc ce seraient les plus vulnérables, mais de manière croissante. On voit en fait que d'autres secteurs de la population peuvent être affectés par la violence, y compris en ville. Par exemple, le thème des féminicides qui est omniprésent au Mexique. Il y a une augmentation de la situation des féminicides au Chiapas, autant en ville que dans les petits villages, dans les communautés indiennes, mais aussi certains processus de défense comme les infirmières qui ont été en grève de la faim l'année dernière, qui ont obtenu à nouveau la signature d'un accord qui n'a pas été respecté, et en ce moment il y a des mandats d'arrêt contre ces personnes supposément pour situation de mutinerie face à la paix sociale. Qui est quand même très clair. Mutinerie face à la paix sociale, c'est ça? Oui, c'est un délit au Mexique. C'est un délit au Mexique? Oui. Qui détermine ce qu'est la paix sociale? Le système de justice mexicain, qui est totalement dépendant du système exécutif. Au Mexique, il y a très peu de contre-pouvoir, disons, entre les différents acteurs. Oui, donc je parlais de Galtung auparavant. Donc le modèle qu'on utilise le plus, c'est une espèce de triangle en fait. Et il explique que la violence est comme un iceberg. Il y a une partie immergée qui est visible, mais qui est en fait très petite en comparaison avec les racines des problèmes. Et donc les racines, ils situent la partie structurelle et la partie culturelle. La partie culturelle au Mexique, ce serait le racisme, ce serait le machisme, qui explique aussi la situation des féminicides. Dans la partie structurelle, on peut avoir la partie le système de justice qui ne fonctionne pas, 99% d'impunité face aux délits qui sont commis au Mexique. Il peut y avoir la partie d'organisation économique qui fait qu'en fait les exclus restent exclus et une minorité détient tout le pouvoir politique, économique et social au sein du pays. Donc face à ce système, lui dit la paix négative, c'est l'attention uniquement de la partie immergée de l'iceberg, la violence directe. Donc, pour donner un exemple clair, c'est l'intervention des États-Unis en Irak ou en Afghanistan. On cherche à imposer la paix, ça existe depuis Rome jusqu'à ce jour. Pax Romana. Voilà, la Pax Romana. Et l'idée en fait de paix positive, c'est plus une utopie, quelque chose vers lequel on va chercher à avancer et qui chercherait à prendre en compte les trois dimensions du problème. Et Galtung explique en plus, il y a des racines historiques derrière, donc plus ce conflit a duré, disons, plus il faudra du temps pour en sortir. Donc les conflits qu'on observe au Mexique, c'est un minimum d'une génération, où certains plaisantent en disant, sont plaisantés en fait, depuis le temps de la colonie, au moins 500 ans, pour pouvoir effectivement arriver à des structures qui permettent d'intervenir au niveau des trois dimensions. Donc c'est chercher effectivement, pas tout forcément à la fois, pas tout en même temps, à voir en tous les cas, à rendre visibles ces situations pour se rendre compte que donner un atelier sur la non-violence active ne sera pas suffisant pour résoudre ce qui est en jeu derrière ce conflit. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi de transformation positive des conflits, non pas de résolution des conflits au sein du CIPAS, parce qu'en fait les conflits ne se résolvent pas, ils changent de situation, mais effectivement il faut voir ce qui est véritablement en jeu pour arriver à les modifications qui permettraient une attention plus de fond. D'accord, donc merci d'avoir déblayé pour nous la complexité. Il y en a plusieurs, certaines qui restent historiques. Les motifs du soulèvement armé de 1994 sont toujours présents dans les contextes actuels. Si vous vous rappelez, il s'agissait d'une série de droits de l'homme de base. Donc cette situation prévaut dans la plupart des communautés. Il n'y a pas accès à l'éducation, à la santé, à la justice, à la liberté, etc. Ça a d'un côté donc une situation d'exclusion qui se maintient pour la plupart des populations et qui n'est pas une situation de pauvreté
simple, mais qui passerait, ou dont la solution passerait par une participation réelle des populations indiennes aux solutions qu'ils recherchent. Donc ça, c'est un premier gros paquet. Il y a aussi toute une situation d'impunité depuis 1994 face à certaines situations qui ont eu lieu, des populations qui sont organisées face à ça. Et les deux grosses situations de violence en présence sont liées à la terre et au territoire. Le Chiapas est une zone d'intérêt économique à deux niveaux, depuis une logique verte et depuis une logique d'extraction de ressources naturelles. Donc face à ça, les populations indigènes, comme dans le reste de l'Amérique latine, sont justement aux endroits où il y aurait de l'uranium, de l'eau, la biodiversité, etc. Bon, ça c'est classique dans ce continent, et ils les ont préservés justement pour d'autres intérêts. Donc il y a toute une logique de développement en cherchant à qu'est-ce qu'on va faire avec ces populations indiennes. Donc ça c'est un sujet de conflit omniprésent au Chiapas. Et le dernier aspect, c'est la frontière avec l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Donc on a une espèce, je crois que ce serait propre aussi de toute l'Amérique latine, un autre triangle, j'aime beaucoup les triangles, apparemment. Pour comprendre un petit peu le Mexique, on met souvent une espèce de triangle. En haut, les entreprises multinationales. Sur le côté, la délinquance organisée, et pas uniquement le trafic de drogue, parce que le trafic de drogue représente beaucoup moins d'intérêt économique que d'autres aspects des trafics. Et de l'autre côté, l'État. Donc en fait, la plupart des populations sont au milieu de cette espèce de triangle qui se réduit de plus en plus, avec très peu de marge de manœuvre en termes de défense de droits de la part de ces populations. Donc ce que je voulais mettre en jeu, c'est qu'il y a effectivement les entreprises, avec cet aspect économique que je vous mentionnais déjà, un État qui donne une apparence de respect des États de droit, et de l'autre côté, la délinquance organisée qui permet aux autres de se laver les mains. Quand il se passe quelque chose, genre répression frontale, à dire ben oui, c'était le trafic organisé. Donc de plus en plus, on a des conflits et une gestion des conflits qui passe par des groupes armés qui apparemment ne répondent à personne, mais qui entre-temps servent bien les intérêts autant de l'État que des entreprises. C'est ça. C'est très diversifié, il peut y avoir des situations de crise ou des situations de construction. C'est quelque chose d'intéressant du Chiapas, qu'au-delà en fait, des situations de crise cyclique, il y a aussi des processus d'organisation qui mettent en place des activités de défense que nous cherchons aussi à accompagner. Donc pas uniquement la crise, mais le processus de construction. Donc on peut participer à des missions civiles d'observation, par exemple, en situation de crise pour aller documenter ce qui s'est passé, les violations de droits de l'homme qui ont eu lieu, établir un document et rapporter. Dans les situations de construction, il peut y avoir un accompagnement à un pèlerinage, à un atelier, à une action publique, publication autour de ces différentes situations, donc chercher à informer au-delà du Mexique et à l'intérieur du Mexique. Et il y a d'autres processus de construction où nous rentrons aussi avec l'aspect formation. Donc formation en stratégie de construction de paix, formation en éléments d'analyse, etc. Donc ça dépend un petit peu du moment ou de la situation de crise. En situation de crise ouverte, on va rentrer avec le minimum, donc des espèces de t-shirts s'y passent, pour chercher à éviter le pire, disons. Et ce que nous cherchons au maximum à promouvoir, c'est effectivement la... Dans ce cas-là, par exemple, comment tentez-vous d'éviter le pire? Donc éviter le pire, c'est envoyer un écrit ou appeler différentes autorités locales et ambassades, ou ONU, OEA, ce genre d'acteurs, pour leur dire, bon ben voilà, nous sommes sur le point de rentrer dans cette zone et les rendre responsables en cas de répression à la mission civile d'observation. Il y aura un coût politique pour vous. Donc cette idée de dissuasion dont nous parlons dans la mission, c'est un petit peu cette idée-là, de mettre la pression, parce qu'il y a un coût politique face à une répression de personnes étrangères qui est supérieure à l'assassinat, à l'arrestation de personnes indiennes. Donc nous mettons ça un petit peu dans la balance des personnes internationales. Vous ne pouvez pas vous permettre un problème avec un représentant international, c'est ça que vous dites? En tous les cas, il y a un coût politique. Non, parce qu'il y a eu des assassinats d'observateurs internationaux dans certains contextes, par exemple en Palestine, mais il y a un coût politique fort pour le gouvernement. Et le gouvernement mexicain, normalement, aime bien protéger son image en termes de droits de l'homme. Donc on joue sur ce coût politique pour créer un effet de dissuasion, de essayer de maintenir une situation de sécurité minimum dans cette zone pour que nous puissions aller parler avec les gens qui ont été victimes d'un déplacement forcé, d'une attaque armée, et voir ce que nous faisons ensuite. Donc nous prévenons les autorités, nous rentrons sur place de manière très visible,
avec normalement des gilets ou des t-shirts, il y a un équipage, il y a une équipe d'observation internationale. Nous nous rendons sur place, nous obtenons des informations en fait, sur qu'est-ce qui s'est passé, nous cherchons à documenter au maximum ça, photos, vidéos, parties écrites, témoignages, etc. Un rapport pourra être établi et nous cherchons à diffuser cela de manière ample, disons, mais aussi face aux autorités, à les leur remettre. Voilà les informations que nous avons obtenues. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui est en train de se passer? Donc ça serait une stratégie en situation de crise. Hein. D'accord.